Il n'y a rien au monde de plus subversif que la joie. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque, dans ma forteresse de mots. Nous sommes à Montréal, le 8 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui encore, je poursuis la lecture. La nacre et le rocher de Robert Michrahi, que je vous montre ici à l'écran. Eh ben oui, je suis dans une phase Robert Michrahi et j'en ai d'autres là, que j'ai commandé sur le net et que je vais recevoir et que je vais lire. Mais également, je vous lis un paragraphe qui va avec, euh, qui va avec Mishrahi, d'Akimbe, Millennium. Akimbe, c'est le créateur des zones autonomes temporaires qui ont inspiré le mouvement Wall Street, tous les divers Wall Street partout sur la planète, et également ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, là où on veut installer un aéroport qui, semble-t-il, ne servira strictement à rien. Et des baraquements ont été dressés par des résistants, des insurgés, afin de lutter contre cette implantation de l'aéroport dans la région de Nantes. Et pour avoir lu un peu sur le sujet, je sais que ces insurgés se réclament des fameuses tases d'Akimbe. Mais d'abord, un mot en vitesse sur ma vidéo d'hier où je racontais cette petite anecdote sur l'ordre bourgeois. Je m'en voudrais que vous pensiez simplement que je n'ai que du mépris, du dégoût ou même de la haine contre cet ordre bourgeois. Hier, j'ai reçu un petit mot d'Hélène qui me disait combien elle pourrait raconter d'anecdotes douloureuses sur ce fameux ordre bourgeois et qui rappelle le mot de Philippe Solers que toute la société, finalement, carbure à l'envie. Il n'y a pas que les bourgeois là, qui sont enfermés là-dedans. Et je dirais simplement cette chose ici, que j'ai pu observer beaucoup. C'est extrêmement difficile d'échapper à l'ordre bourgeois quand on provient d'un milieu bourgeois. C'est encore plus difficile d'échapper à l'ordre bourgeois pour un bourgeois que d'échapper à la pauvreté pour un pauvre. Et on n'a pas idée de la misère morale, émotionnelle, psychologique, intellectuelle qui règne dans les milieux bourgeois, pour qui le pauvre n'existe pas. Pour le bourgeois, il n'y a que des bourgeois. Son univers est un petit univers de village, clos sur lui-même, comme le sont les quartiers bourgeois. Je pense ici à Outremont, ou à Westmount, ou à Notre-Dame-de-Grâce. Mais là, parfois, dans le cas de certains quartiers, ils sont limitrophes à des quartiers, à des zones de pauvreté. Donc, c'est des quartiers mixtes. Mais un bon quartier bourgeois, c'est un quartier refermé sur lui-même. Alors, rivalité entre voisins, rivalité entre frères et sœurs, euh, distinguo entre nouveaux riches, anciens riches, parvenus, ceux qui ont de la culture, ceux qui en ont pas. Ici, ceux qui en ont sont dans le fantasme de la noblesse. Ils n'imaginent tout simplement pas que la noblesse a été décapitée par la bourgeoisie lors de la Révolution française. Peur du déclassement, peur de ne pas être capable de transmettre le patrimoine aux enfants, euh, hypertrophie de la notion des valeurs, hein, les valeurs, des grandes valeurs abstraites, n'est-ce pas? Qu'ils se font un devoir d'imposer au reste de la société, mais qui agit également sur leur propre psyché, des valeurs qui les martyrisent au fond. Et puis beaucoup font mine d'oublier aussi que les très grandes fortunes ont été fondées dans le sang, dans le crime, dans la violence. Les Kennedy, les Bronfman, les Saputo, les Molson.
Eh bien, c'était tous des bandits. Bon, leurs enfants, leurs petits-petits-enfants, leurs petits-petits-petits-petits-enfants vont devenir présidents des États-Unis, professeurs d'université, prêtres. Et ils ne souhaiteront pas que les choses changent. Alors, ils vont travailler à maintenir un ordre établi. Ils vont même faire la morale. Ils vont même fonder des clubs de sport pour sortir les jeunes de l'enfer de la drogue, par exemple. On peut s'enrichir, honnêtement, c'est vrai, mais pour se maintenir riche, on a besoin d'une société. On a besoin d'une société qui repose sur la coercition, l'exploitation des autres, la violence pénale, la violence symbolique, et comme je le disais, l'imposition des valeurs. Donc, il n'y a aucune ironie de ma part en disant ceci. C'est très, très difficile d'échapper à l'ordre bourgeois quand on provient de l'ordre bourgeois. Et j'ai vu et j'ai côtoyé beaucoup de gens qui qui ont été mortifiés, qui ont été massacrés, qui ont été dévastés par cet ordre bourgeois sans quasiment aucune possibilité d'en sortir parce que la société jette un regard encore plus méprisant sur eux. Le pauvre qui s'en sort va être vu comme un modèle de réussite, n'est-ce pas? Le fameux mythe du self-made man. Mais le riche, l'aisé, qui se détourne des valeurs de sa classe, ben lui, il est vu comme un traître, comme un renégat. Au mieux ou au pire, comme un psychotique. Alors, c'est vraiment pas drôle. Il n'y a pas d'ironie, c'est vraiment pas drôle. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec Hakim B. Hakim B. Je sais pas. Ouais. Hakim B, donc, ce qu'il dit ici. Ah oui, demain, je fais tout de suite une parenthèse. Demain, je vais être à la journée internationale de la lutte contre la corruption. Une journée internationale sous l'égide de l'ONU. Donc, normalement, on ne devrait pas trop être délinquants. Hein. Nous qui serons là, quelques centaines, je présume, dont certains amis lisants et d'autres amis militants. Alors, cette manifestation aura lieu demain, le 9 décembre, au Square Victoria, rebaptisé Place du Peuple, à midi. Alors, j'y serai. Je reprends un peu de service. Ça fait 3 mois que je n'ai pas manifesté. Faut que je m'occupe de mes affaires aussi. Mais je le retourne un peu dans la rue demain. Je considère que ce n'est pas la peine de donner plus de misère ou d'exacerber la tristesse à travers une sorte d'écriture hyper intellectuelle, pyrotechnique, sur la tristesse et la merde dans lesquelles nous nous trouvons tous. Cela a été largement fait. Cela a largement été fait. Je pense premièrement qu'il n'est plus nécessaire de le faire et deuxièmement qu'il y a une sorte d'aspect réactionnaire dans le fait de mettre l'accent sur la misère sans aucun antipessimisme, comme vous le dites, ce qui serait une simple invitation à l'inaction et au désespoir politique. En d'autres termes, si tant est que l'on fasse de la politique à tout niveau, surtout à un niveau révolutionnaire ou insurrectionnel, il faut qu'il y ait de l'anti-pessimisme. Je ne dirais pas de l'optimisme, parce que cela sonne si niais, si futile, mais anti-pessimisme est une belle expression. Ben voilà, de l'anti-pessimiste. Parce que beaucoup de gens autour de moi me trouvent très optimiste. Moi qui ne l'ai jamais été. Parce que je m'excite beaucoup à l'idée que nous sommes entrés dans une phase d'affrontement, de combat, de guerre civile. Moi, je n'ai jamais cru à cette... Je parlais pour le Québec, là. Parce qu'au Québec, on aime croire qu'on n'aime pas la chicane, qu'on n'est pas violent, qu'on est un peuple pacifique. Évidemment qu'on est un peuple pacifique. La paix, on nous l'a imposée. Et quand on n'a pas le courage d'affronter, de secouer le joug, quand on est lâche en un mot,
ben on se dit pacifiste. C'est mieux de se dire pacifiste que couillon. Mais le beau printemps québécois a brisé ce pseudo-consensus qui régnait. Plein de gens étaient mécontents. Plein de gens n'en pouvaient plus de lire les sempiternels commentateurs politiques appointés, les fameux chiens de garde. Et là, maintenant, ça sort de partout. Les réseaux sociaux ont donné la parole à une multitude de gens qui n'avaient pas droit au chapitre. Et des gens qui ne croyaient pas avoir des choses à dire ou même à réfléchir, se sont mis à réfléchir et se sont mis à penser, se sont mis en marche également. Ce qui déplaît souverainement à tous ces commentateurs qui non seulement sont menacés dans leur fonction symbolique, mais c'est bien possible que beaucoup d'entre eux perdent leur travail pour finir. On va les mettre au chômage, les Martineau, les Folia, les Pratt de ce monde. D'ailleurs, une petite parenthèse sur Folia, moi je lis Folia. En fait, je le lisais, je ne le lis plus. Mais je lis plus rien, hein, je lis plus rien des journaux. Et Folia s'est excusé dernièrement parce que s'en est pris à une librairie très populaire à Montréal. Non, ce n'est pas la mienne. Et il a fait des excuses. En 30 ans, je pense que c'était la première fois que Folia s'excusait. Alors, si Folia se met à s'excuser lui-même, où allons-nous? Il s'est excusé, il y a eu un tollé de réactions négatives. On n'a pas compris qu'ils s'en prennent ainsi à une librairie. Mais Folia, c'est une sorte de... Je dirais que c'est une sorte de psychopathe. Et de temps en temps, il sort son gun et il tire pour faire des exemples. Il doit être craint, Folia. S'il n'est pas craint, mais ce genre d'esprit-là, la crainte, on l'a assez vu, là aussi. C'est un autre qu'on a assez vu. Ben voilà. Hein? Fait que finalement, est-ce que je vais vous lire du Mishrahi aujourd'hui? Ben tenez, je vais vous donner congé de Mishrahi, mais vous ne perdez rien pour attendre, parce que demain, je récidive avec La Nacre et le Rocher. C'est un auteur qui m'inspire beaucoup en ce moment, parce que c'est un auteur de la joie. C'est un auteur aussi qui fait la promotion de l'autonomie du sujet, qui nous rend notre puissance d'exister. Et je vous invite tous à vous entourer de livres, d'auteurs, de personnes, de gens autour de vous qui vous donnent envie de vous battre, de vous impliquer. Parce que de toute façon, nous sommes entrés dans des temps de bouleversement infini. Le statu quo est terminé. Ceux qui nous dirigent le savent. Mais les autres font mine de ne pas le savoir. Et les autres, moi, entre autres, qui appartiens à cette catégorie, j'ai fait ma place dans ce monde-là. Je suis à un âge où j'ai fait ce que j'avais à faire, d'une certaine façon. Mais en même temps, il me reste au moins encore 30 ans à vivre. Et je tiens à avoir une vieillesse significative, une vieillesse qui a du sens. Je ne me réfugierai pas dans le monde imaginaire parce que la réalité, je la trouve trop terrifiante. Je vais me retourner vers mes livres, je vous invite à le faire, mais il faut également sortir de ces bibliothèques. Finalement, c'est un édito improvisé. Vous connaissez la suite? Ouais, vous connaissez la suite. Je dis édito improvisé parce que c'est toujours comme ça. Je suis comme un jazzman, moi. Je suis comme Miles Davis. Une prise. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon, mais c'est pas grave. Je suis pas un professionnel. Je suis un amateur. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez devenir un ami litant, un ami lisant ou un ami liant. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le très beau quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous. À mes amis bourgeois aussi. Ciao!